agression a été l'étincelle. Sa mort a embrasé la Corse. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour crier à l'injustice et pour remettre la question de l'autonomie de l'île au cœur de l'agenda politique. Ivan Colonna, l'enfant du pays condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre du préfet Erignac en 1998, est désormais le martyr de la cause nationaliste corse. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est en France. Nous avons décidé de venir ici, en Corse, pour tenter de comprendre ce que la mort d'Ivan Colonna a mis en lumière. Un désir toujours prégnant d'autonomie, voire d'indépendance, mais aussi un malaise, et notamment chez les jeunes. Alors pourquoi ce sentiment d'injustice, cette défiance vis-à-vis de l'État français? Avant d'aller à la rencontre de ces Corses nationalistes, je vous propose de vous plonger dans l'histoire du mouvement indépendantiste de l'île. Française depuis 1768, elle a vu naître Napoléon, mais elle n'a jamais renoncé à son rêve d'indépendance. Regardez. Août 1975, des autonomistes corses occupent la cave viticole d'un ancien colon d'Algérie. En cause, une escroquerie, mais surtout les subventions de l'État accordées aux rapatriés. Pour débloquer la situation, les autorités envoient plus de 1000 hommes. Mais quand ils donnent l'assaut, 2 gendarmes sont tués et un militant grièvement blessé. C'est l'acte fondateur du nationalisme corse moderne. Les Corses ont donné une foule de colons dans tous les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, y compris aussi en Indochine. Et donc cet afflux de rapatriés au moment de la décolonisation fait que les Corses se sont sentis très souvent spoliés de leur propre terre parce que leurs jeunes n'étaient pas aidés par l'État au même titre que les rapatriés. Le Front de libération nationale corse défend la terre et la langue corse. Mais avant le FLNC, d'autres figures se sont illustrées. En 1736, le baron allemand Théodore de Neuhoff veut libérer l'île des Génois, qu'il occupe depuis près de 5 siècles. Il devient le seul et unique roi de Corse. 20 ans plus tard, Pascal Paoli, défenseur du progrès et de la démocratie, est élu général de la nation. Il offre 14 années d'indépendance à la Corse, qui lui valent bientôt le titre de père de la patrie. La grande figure du XVIIIe siècle, c'est Pascal Paoli, qui a voulu donner à la Corse une constitution, qui a créé une marine entre guillemets nationale, des régiments, qui a créé l'université de Corte. Et donc le régime paoliste a duré 14 ans, de 1755 à 1769, et les troupes de Louis XV ont mis fin à ce régime et surtout ont fermé l'université de Corte. Le 15 août 1769, Napoléon Bonaparte voit le jour à Ajaccio. Comme son père, le jeune général voue un culte à Pascal Paoli. Mais son ambition le mène à la tête de la France, puis de l'Europe. Depuis, l'histoire de la Corse est intimement liée à celle de l'Hexagone. Depuis la mort d'Ivan Colonna, la colère des Corses ne retombe pas. Plusieurs manifestations, parfois violentes, ont eu lieu. En tête des cortèges, beaucoup de jeunes, animés par un sentiment d'injustice et d'abandon. Pour comprendre leur colère, nous sommes allés à Corte, berceau du nationalisme corse et de ses tentations radicales. Ce soir-là, à l'université Pascal Paoli, les nationalistes corses se sont donné rendez-vous. Parmi eux, Rachel Redjet, la présidente d'un syndicat étudiant. Elle est aujourd'hui la voix de ces jeunes Corses qui sont descendus dans la rue pour crier leur colère après la mort d'Ivan Colonna. C'est un symbole de militant indépendantiste qui, pour ma part, c'est la voie que je suis. Puis plus largement, c'est l'histoire aussi d'une injustice, d'une fracture avec l'État. Et maintenant, je pense qu'au vu de ce qui s'est passé, ça restera un symbole. Un symbole et même un mythe visible sur la plupart des murs de l'université.
Ici, à Corté, la défiance envers l'État français est prégnante. À 2 pas de la fac, Jean-Baptiste et Ange-François ont l'habitude de se retrouver dans ce bar pour prendre un café. Entre eux, pas question de parler français, c'est le corse qui leur vient naturellement. 2 mesi dans l'agression, il y aura une radio. Qu'est-ce que vous regardez? On regarde les informations nationales et ils montrent une vidéo d'Yvan Colonne à la prison d'Arles avec un détenu basque. Et là, il parle qu'un jour, la Corse va se réveiller et être indépendante. Ce réveil, Jean-Baptiste croit qu'il doit venir des jeunes attachés à leur culture et avant tout à la langue corse. Ce que nous voulons, c'est la co-officialité de la langue. Ça veut dire que la langue corse serait au même titre que le français officiel, par exemple au niveau administratif. Je pense que ça serait un moyen pour lutter contre la disparition de la langue corse. Jean-Baptiste le revendique, il ne se sent pas français mais corse et plaide ouvertement pour une autonomie de l'île. Ça serait une autonomie où la Corse serait inscrite dans la Constitution, où nous pourrons nous gérer nous-mêmes, surtout au niveau économique. Et la Corse, je pense que dans l'économie, a beaucoup de richesses, notamment au niveau du tourisme et de l'agriculture. Mais sur l'île de Beauté, le tourisme rime aussi avec précarité. Car s'il représente 1/4 du PIB de la Corse, il crée majoritairement des emplois saisonniers et fait grimper les prix de l'immobilier. Une situation qui renforce le sentiment de déclassement des jeunes et leur colère envers l'État français. Aujourd'hui, la Corse bénéficie d'un statut juridique à part, mais les nationalistes veulent plus et demandent l'autonomie. Pour en parler, nous sommes allés voir un professeur de sciences politiques à l'université de Corté. André Fazi, bonjour. Bonjour. L'agression et la mort d'Yvan Colonna ont relancé ce débat sur l'autonomie corse. Est-ce que ce mouvement a quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y a pu y avoir dans le passé? C'est une mobilisation assez unique par l'intensité et encore plus par la variété, la multiplicité. Il y a déjà eu des manifestations plus violentes en Corse. Il n'empêche que là, ça a duré 11 jours, au moins 11 jours, ça continue d'ailleurs. Avec des dizaines de rassemblements qui auront rassemblé plus de 20 000 personnes très probablement. Et avec aussi des incidents, mais les fauteurs d'incidents se trouvent être probablement 2 ou 3% du total des manifestants. Avant de parler plus spécifiquement de l'autonomie, parlons du statut spécial de la Corse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce statut de la Corse ? C'est un statut qui est unique en métropole. Il n'empêche qu'on a proposé le même à l'Alsace en 2013. Il y a une fusion entre l'autorité régionale et 2 autorités départementales qui est en place depuis 2018. Il y a quelques compétences supplémentaires, mais qualitativement qui sont les mêmes que celles de PACA, que celles des autres régions françaises. Et il y a une organisation particulière qui fait qu'il existe en Corse un conseil exécutif qui est politiquement responsable devant l'Assemblée de Corse, ce qui n'est pas le cas dans les autres collectivités métropolitaines. Qu'est-ce que l'autonomie changerait pour la Corse ? Elle permettrait aux élus corses d'adopter des normes beaucoup plus prescriptives, créer beaucoup plus d'effets de droit, puisqu'ils interviendraient directement dans le domaine de la loi, à titre d'adaptation, voire à titre de substitution de la loi nationale. Les autonomistes aimeraient mettre quoi justement dans cette autonomie concrètement ? J'imagine avant tout des normes qui relèvent de la fiscalité, une fiscalité particulière, des normes qui relèvent de l'économie, de l'agriculture, autant de domaines où on peut imaginer que plus la norme est adaptée aux ressources et contraintes locales, plus elle peut être efficace, plus elle peut produire de la prospérité. Beaucoup de jeunes, on l'évoquait, se sont mobilisés lors de ces dernières manifestations suite à l'agression et à la mort d'Yvan Colonna. Comment expliquer leur mobilisation ? Peut-être parce qu'elle n'a connu que les nationalistes au pouvoir. Elle n'a pas connu toutes ces phases contestataires des années 70-80 qui ont un côté mythique aussi. La mobilisation était quotidienne, enflammée. Ils n'ont pas connu tout ça. Peut-être que finalement, ils ont eu envie aussi de connaître cette phase-là. Et puis, de façon plus générale, les contestataires, on les trouve plus souvent chez les catégories jeunes que chez les catégories âgées. Yvan Colonna, beaucoup de jeunes n'étaient pas nés lorsqu'il a été arrêté. Comment expliquer ce symbole pour les jeunes d'aujourd'hui ? Chez certains, une mémoire qui se transmet, une mémoire militante qui se transmet. Et puis, il y a aussi cette question du rapprochement des détenus politiques corses, qui est ancienne, et qui est très polémique, puisque souvent, ces demandes de rapprochement ont été acceptées en première instance, puis refusées en seconde, avec des motifs qui peuvent apparaître parfois spécieux. Donc, quelque part, il y avait un contexte qui était assez propice à une très forte colère, en plus de la frustration politique et des années de nationalisme au pouvoir, qui n'ont pas pu faire satisfaire les revendications essentielles de ce mouvement.
Oui, on sent ici un sentiment d'injustice très fort et une défiance vis-à-vis de l'État français. On lit sur la route des tags « État français assassin ». Est-ce que ça a toujours existé ou là, on a de nouveau une colère qui se ravive vis-à-vis du pouvoir central ? Disons que l'agression mortelle d'Ivan Colonne a été l'étincelle qui a fait exploser le baril de poudre. Ça, c'est quelque chose qui est évident. C'est une étincelle. Elle suscite des réactions parfois très violentes, au moins verbalement. Je veux dire, la violence qu'on retrouve dans la rue, je la trouve d'un niveau inférieur, d'une intensité inférieure à celle qu'on a vue en Guadeloupe ou dans les manifestations de Gilets jaunes, il faut le dire aussi. Je veux dire, ce n'est pas une violence d'une intensité qu'on n'a jamais connue en Corse, loin de là. Est-ce que la précarité économique de la jeunesse peut être une explication à cette mobilisation, selon vous ? Alors, je ne crois pas que ce soit la cause principale, mais ça peut être une cause secondaire d'angoisse, de frustration. Je veux dire, nous vivons dans un modèle économique qui produit de la richesse et de l'emploi, c'est vrai, mais qui se fonde sur quelques secteurs qui finalement embauchent relativement peu de personnes diplômées et bien payées, que ce soit le tourisme estival, la grande distribution, la construction, ça embauche plutôt des personnes peu diplômées et souvent issues de l'immigration. Et ça, quelque part, c'est un motif aussi d'angoisse pour ces jeunes. André Fazi, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de C'est en France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.